Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de Ne tournons pas autour du pot. Aujourd'hui, on va parler des aspects de santé liés à la pandémie et en dehors de la pandémie concernant les toilettes à l'école. Alors, quel lien peut-on faire entre la réalité des toilettes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles et la santé des élèves? Alors, c'est vrai qu'entre l'état des infrastructures, certaines contraintes organisationnelles pour les écoles et les mauvaises habitudes, effectivement, la santé des enfants et des adolescents peut être mise à rude épreuve. Le contexte de la pandémie, évidemment, donne un nouvel éclairage sur tous ces enjeux de santé et peut-être permettra aussi une nouvelle forme de prise de conscience. Donc nous recevons aujourd'hui deux invités pour faire un tour d'horizon sur ces deux questions. Nous recevons dans un premier temps Patricia Tamigno, infirmière hygiéniste en hôpital et experte en hygiène hospitalière au ministère de la Santé publique. Et ensuite Dr Lise Maskens, médecin coordinateur en promotion de la santé à l'école, vice-présidente de la commission PSE et ancienne présidente de l'association professionnelle de médecins scolaires. Alors, ne tournons pas autour du pot, c'est un projet du Fonds BIX qui est géré par la Fondation Roi-Baudouin en collaboration avec la SBL Questions Santé et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, et parce que les sanitaires à l'école concernent évidemment directement le vécu de nos élèves, Madame Caroline Désir, ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous fait le plaisir d'inaugurer ce webinaire de Ne tournons pas autour du pot. Madame la ministre, c'est à vous. Bonjour, je ne pouvais malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais je voulais profiter de l'invitation du Fonds BIX pour m'adresser à vous. On le sait, dans les écoles, la problématique des toilettes est souvent un sujet tabou. Et pourtant, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Y accéder n'est pas une simple envie ou un luxe, mais répond à un besoin physiologique. Et pourtant, souvent, les enfants se retiennent parce que l'état des sanitaires laisse encore à désirer. La qualité de vie à l'école et plus précisément le renforcement de la prévention en matière de santé font partie des objectifs prioritaires du pacte pour un enseignement d'excellence. C'est pourquoi, chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient financièrement le projet Ne tournons pas autour du pot. Le but de ce projet est d'outiller les équipes éducatives et les élèves pour faire des toilettes un lieu agréable, mais aussi pour conscientiser chacun à entretenir et respecter le bien commun. Au même titre que la qualité des infrastructures, la promotion de la santé est un levier indispensable pour développer le bien-être à l'école. N'oublions pas aussi le rôle fondamental des enseignants, qui, au travers des apprentissages, permettent à l'enfant de découvrir les relations entre le corps, la santé et leur bien-être, et ce, dès le plus jeune âge. Je terminerai en saluant le Fonds BIX pour la qualité de leur projet, qui vient renforcer les moyens accordés au pouvoir organisateur pour la rénovation des bâtiments scolaires au profit du bien-être de la collectivité. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon collègue Frédéric Dardenne, qui, dans le cadre de la pandémie, a débloqué des fonds supplémentaires pour permettre à un plus grand nombre d'écoles d'entamer des travaux de rénovation ou de création de nouveaux sanitaires. Je vous souhaite un excellent webinaire. Nous allons passer au premier exposé, qui est celui de Madame Tamigno, qui va donc nous parler plus en détail des aspects d'hygiène et de pas mal de questions qui nous occupent. Voilà, Madame Tamigno, eh bien, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, je pense que avant de se lancer vraiment dans les problèmes d'hygiène consécutifs à cette problématique des toilettes dans les écoles, il faut que nous ayons tous la même notion et les mêmes définitions de certains termes utilisés. Prochaine dia, s'il vous plaît. Donc, je voudrais vous parler dans un premier temps des différentes choses, différents organismes que l'on trouve sur nous et en nous et qui sont importants et qui font partie de ce qu'on appelle le microbiote de chaque personne. C'est un mot un peu difficile, mais c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est que chaque individu a sa propre faune et flore, si vous voulez, et a ses propres germes. Alors, dans ces germes ou microbes, c'est deux termes synonymes. Il y a effectivement les bactéries que vous connaissez tous et qui sont des germes autonomes susceptibles de provoquer des infections et que l'on peut éventuellement soigner avec des antibiotiques. Et il y a les staphylocoques, les streptocoques, les bacilles, notamment le bacille de Koch qui provoque la tuberculose. Il y a les virus avec une particularité, c'est qu'ils sont des parasites intracellulaires qui ont besoin de nos cellules pour fonctionner et qui provoquent de nombreuses affections qui peuvent
notamment être évités par les vaccins. Et il y en a un pour l'instant que nous connaissons très bien, et c'est le coronavirus. Mais il y a les varicelles, les hépatites, etc. Il y a aussi les champignons qui peuvent provoquer des maladies graves, surtout chez les gens qui sont immunodéprimés. Et vous avez, je pense que toutes les mamans connaissent le candida albicans qui provoque le muguet dans la bouche des enfants. Il y a les mycoses, il y a beaucoup d'autres champignons. Puis vous avez aussi des parasites comme la gale, les poux, les vers, les protozoaires, etc. Et il y en a encore d'autres, mais on va pas tous les citer ici, c'est pas très important. Alors, dans la suite de l'exposé, je peux avoir la dia suivante? Il y a aussi des notions importantes à définir, c'est la différence entre un agent pathogène, un agent non pathogène. Alors, par définition, un agent pathogène est un germe qui est susceptible de provoquer une maladie chez l'homme et qui peut être bactérie, virus ou l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi la pathogénicité d'une bactérie ou d'un virus. Ce qui sont susceptibles, c'est sa capacité à provoquer une maladie chez l'homme. Puis vous avez les germes non pathogènes qui sont en fait inoffensifs pour nous et qui sont présents en nous, sur nous et qui nous protègent de l'invasion des germes pathogènes, mais qui nous permettent aussi de développer une bonne immunité ou de résorber certaines vitamines qui sont indispensables. Je peux avoir l'autre dia, s'il vous plaît? Et il reste aussi la notion de germes opportunistes. Alors, comme le nom l'indique, ce sont des germes qui attendent d'avoir la bonne opportunité, c'est-à-dire que vous soyez affaibli, par une maladie, par un traitement, ou par une autre cause pour vous attaquer. Donc, tant que vous allez bien, vous êtes en bonne santé, pas de souci. Dès que vous êtes faible, ils sont susceptibles de vous attaquer, alors que si vous étiez en bonne santé, ils vous laisseraient tranquille. Donc, vous voyez, ces germes, comme je le dis un peu plus loin, les germes étaient avant nous sur la Terre et ils ont bien appris la façon de se démarquer de nous, de se protéger, de pouvoir continuer à nous attaquer. Alors, après les germes opportunistes, je peux avoir la dia suivante? Il est important de préciser aussi les notions, les différentes notions. Donc la maladie, c'est l'altération, un trouble de l'organisme. Et puis vous avez ces trois grandes définitions qui sont importantes à connaître, c'est les épidémies, les pandémies et les endémies. Les épidémies, c'est une apparition ou la propagation d'une maladie qui frappe en même temps un nombre important de personnes ou d'animaux. C'est par exemple l'épidémie de grippe qu'on peut avoir. Une pandémie, c'est une épidémie à l'échelle mondiale, c'est ce que nous avons vécu maintenant avec le coronavirus. Et l'endémie, c'est une présence habituelle d'une maladie dans une région déterminée sans que ça ne touche d'autres parties. Et c'est, par exemple, l'endémie la plus courante, enfin la plus démonstrative, c'est le paludisme, c'est-à-dire la malaria que l'on trouve en Afrique et qui est sous forme endémique. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle n'évolue pas en mieux ou en plus grave, mais elle est toujours présente. Oui. Alors, comment ces germes vont-ils survivre? Eh bien, donc je vous ai dit que les bactéries vivaient dans le corps et sont utiles pour avec leur contact avec d'autres germes, parce ils vous aident à fabriquer votre immunité. Ils vous aident aussi à rester en bonne santé. Mais dans certaines circonstances, parce que les mauvais prennent le dessus sur les bons, ils peuvent vous attaquer et provoquer des germes, des maladies assez importantes. Et ils sont aussi dans les bons germes qui nous sont nécessaires et qui vivent dans notre intestin normalement, susceptibles de nous aider à métaboliser certaines vitamines et à nous protéger. Et comme je vous l'ai dit, ces germes étaient sur la Terre avant nous. Et donc, juste pour que vous le sachiez, il y a des bactéries qui survivent au fond des volcans et il y en a que l'on retrouve aussi dans la glace. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais ce sont des germes qui peuvent s'habituer à des conditions extrêmes et qui peuvent, quand ils se retrouvent dans des bonnes conditions, être extrêmement virulents. Leur mode de transmission. Il y a beaucoup de transmissions différentes. Alors,
en hôpital, on table sur 3. Mais donc, il y a d'abord les contacts. Simplement, le fait de donner la main à quelqu'un ou d'être en contact rapproché avec lui peut vous contaminer. Par exemple, la gale. Ça peut être une transmission aéroportée, c'est le problématique de la tuberculose. Par les gouttelettes, par les postillons que l'on émet quand on parle, quand on rit, quand on éternue. La transmission orofécale, et ça c'est très important pour notre problématique ici, c'est-à-dire la transmission par les mains et par le tube digestif, c'est-à-dire de la partie qui entre jusqu'à la partie à l'autre extrême. Vous pouvez, si vous n'avez pas quelque part une bonne hygiène des mains entre les différentes étapes, contaminer, c'est la problématique des diarrhées. Les transmissions croisées entre personnes, ça c'est par exemple quand vous prenez le métro à 5 heures du soir et que le métro est rempli et que tout le monde tousse à qui mieux, vous avez des transmissions qui se font et qui sont croisées. Ou encore par l'intermédiaire de l'environnement. Si vous contaminez du matériel que vous allez utiliser et que vous ne le désinfectez pas entre, vous pouvez aussi avoir des contaminations. Alors, il y a la notion aussi de contamination directe et indirecte. Donc, direct, c'est de l'homme à l'homme et indirect, c'est via un support, que ce soit un téléphone, que ce soit la clinge d'une porte, que ce soit un ballon, que ce soit un jouet. Ce sont ces objets-là qui servent de transport aux différentes infections. Et là-dedans, vous avez notamment le neurovirus, qui est un virus que l'on retrouve et qui provoque des diarrhées importantes et qui est en général la cause des problématiques de cet ordre-là dans les bateaux. Quand les gens ne se désinfectent pas les mains, vous pouvez avoir ce type de virus. Les diarrhées, la grippe, tout ça peut se transmettre de cette façon-là. Alors, la différenciation, et c'est important parce que les gens utilisent ces mots un petit peu sans savoir. Vous avez contamination, colonisation, infection. La contamination, ça met simplement en exergue la présence d'un germe dans un site qui a été prélevé, mais toutes les contaminations ne donnent pas lieu à des infections. La colonisation, ça c'est la présence et la prolifération des germes à un endroit, mais sans signe d'infection. Et puis l'infection, c'est la même chose que la colonisation, mais avec des signes extérieurs d'infection qui sont toujours les mêmes, douleur, rougeur, chaleur, présence de pus éventuellement. Alors, comment limiter cette propagation? Je pense que la première chose, c'est l'hygiène des mains. Je pense qu'on en a beaucoup parlé avec le corona et on a vu que cette année-ci, grâce à ça, on n'a pas eu beaucoup d'épidémies pas eu du tout d'ailleurs d'épidémies de grippe et c'est très important. Il faut donc habituer les enfants à avoir des réactions saines. C'est une espèce d'automatisme que l'on crée. L'hygiène des toilettes est évidemment extrêmement important. Il faut des protocoles d'entretien extrêmement stricts. Un choix dans les produits. Moi, je suis assez pour avoir les mêmes produits dans toutes les écoles qui sont utilisés de la même façon. Et il faut viser l'efficacité et l'innocuité, évidemment, pour le personnel et les enfants. Il faut aérer de façon importante, on vous l'a dit pour le coronavirus aussi. L'aération est quelque chose d'important. Pourquoi? Eh bien, parce que l'aération permet de diminuer le taux de germes ambiants et que c'est plus facile pour un humain de se défendre contre 500 germes que contre 5 millions de germes. Donc, c'est juste une question de nombre de diminution du nombre de germes. Multiplier le nettoyage sur la journée 3 fois par jour au moins. Et il faut former le personnel d'entretien à ce genre d'abord à l'utilisation des produits, les bonnes quantités, la bonne technique, la bonne façon, le bon horaire. Et c'est important que tout le monde se tienne à ça parce que j'ai l'impression que dans certains secteurs, c'est un petit peu laissé à l'appréciation de chacun ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la dernière question qui était posée, c'était l'importance de la qualité, entre guillemets, dans les toilettes. Et les toilettes, je vous l'ai dit, doivent être aérées souvent, nettoyées plusieurs fois par jour avec un détergent, et un désodorisant. Mais il ne faut pas avoir différentes senteurs à la pomme, à la fraise ou à ce que vous voulez. Il faut des neutralisateur d'odeur qui neutralise les odeurs mais qui n'apporte pas un autre parfum parce que tous ces parfums se mélangent, c'est très difficile à supporter.
éviter l'humidité qui peut provoquer l'apparition de champignons et de moisissures dans les poumons des enfants, ce qui n'est pas une bonne idée. Les bonnes pratiques à adopter pour garder des toilettes propres, je pense que c'est une éducation qu'il faut faire. Et malheureusement, l'expérience montre que tout le monde n'a pas ces notions de propreté et de bonnes pratiques. Évidemment, disponibilité du papier, du savon et du papier pour se sécher les mains, du matériel solide, d'entretien facile avec une éducation du personnel, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est important. On n'emploie pas les mêmes objets, les mêmes chiffons pour nettoyer. On va du propre au sale. Donc il y a certaines techniques qu'il faut faire et les firmes qui produisent tous ces produits sont à votre disposition pour vous aider à éduquer le personnel de nettoyage et éduquer les enfants à utiliser le matériel correctement. Ce n'est pas un jeu de se laver les mains. On ne le fait pas comme on voit souvent avec 2-3 gouttes d'eau et une demi-goutte de savon. Ça doit se faire correctement pour que ce soit efficace. Et donc, voilà différents points que je voulais soulever avec vous. On pourrait en parler encore longtemps, mais je vais laisser la place, je pense, au médecin qui me suit et qui va vous parler des autres aspects de cette problématique à l'école. Très bien, je vais peut-être vous poser quand même quelques petites questions complémentaires. Tout à l'heure, évidemment, si vous avez des questions pour les personnes qui nous suivent en direct, vous aurez aussi l'occasion de les poser à la suite des deux exposés. Donc, gardez bien vos questions en réserve, on pourra les poser tout à l'heure. On parle souvent de la lunette des WC comme étant quelque chose qui fait un peu peur et qui est perçu comme étant extrêmement dangereux, comme étant un support de germes. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être dans les toilettes qui pourraient être vecteurs de germes, si c'est le cas? Écoutez, la problématique des lunettes de toilette, c'est important parce qu'effectivement, c'est là-dessus qu'il y a des projections, je veux dire pendant l'émission des urines ou des selles, peu importe. Mais pendant aussi, le problématique, c'est quand on tire la chasse. Parce que le fait de tirer la chasse et d'avoir cette quantité importante d'eau qui arrive dans la toilette, vous avez des projections. Donc, il faut avoir l'habitude de fermer le couvercle avant de tirer la chasse pour qu'il n'y ait pas des projections en dehors de la cuvette des toilettes. Et effectivement, il existe des systèmes où la lunette des toilettes est protégée et où le système se désinfecte automatiquement entre chaque utilisation. Il faut un petit peu faire une étude de marché, voir la faisabilité et voir aussi si c'est un système qui va résister à une utilisation intensive par des enfants et des adolescents dont on sait qu'ils sont toujours très intéressés par les mécanismes et surtout à les démonter. Et donc voilà, mais ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire de respecter le matériel qu'on met en route. Et justement, en termes de matériel, quel type de matériaux serait à privilégier pour des questions d'hygiène? Et justement, quel type de matériaux il faut éviter dans les sanitaires scolaires? Il faut essayer d'avoir du matériel qui est le plus lisse possible. Plus ils sont lisses, moins il y a de germes qui s'accrochent et plus ils sont faciles d'entretien. Donc, ça peut être un plastique du moment que c'est un plastique rigide et qui supporte les produits désinfectants. Ça, c'est très important. Donc, il faut demander quand on installe des nouvelles toilettes si le matériel va supporter les désinfectants. Maintenant, on a fait d'énormes progrès dans les désinfectants et il y a donc des produits qui sont extrêmement efficaces, peu toxiques et pas trop chers et qui peuvent être utilisés. Mais c'est pour ça que je vous disais, moi, je pense que pour les écoles, il faut faire une proposition générale pour toutes les écoles. Aussi bien pour le matériel que pour les techniques, quoi. En termes de produits désinfectants, on abandonne généralement la javel qui est souvent utilisée par des particuliers. En tout cas, dans les écoles, traditionnellement, elle était prohibée. Maintenant, avec la pandémie, elle a été réautorisée. Est-ce que vous pensez que justement cette pandémie
a des aspects positifs peut-être concernant l'hygiène dans les écoles, et peut-être quels seraient vos espoirs ou vos craintes Ah ben concernant... moi j'espère que ça pourra être l'occasion de remettre tout ça en ordre parce que c'était quand même un point noir. Ayant moi-même 5 petites filles, je peux vous dire que parfois les toilettes des écoles me laissaient un peu interloquée. Quant à la Javel, c'est vrai que c'est un excellent produit qui est virucide et qui ne coûte pas cher. Maintenant, il faut l'utiliser convenablement. Il y a un dosage à faire. Ce n'est pas, je vais dire, un coup de bidon qui va être efficace. Il faut que la quantité de javel soit mesurée. Il faut pas additionner d'autres produits parce que tous les mélanges avec la javel sont des mélanges entre parenthèses explosifs, surtout pour les poumons des gens qui les utilisent. Et donc, il faut être très vigilant dans l'utilisation. Il faut l'utiliser convenablement. Très bien. Vous avez parlé du séchage des mains aussi tout à l'heure. En quoi est-ce que le séchage des mains est si important? Parce qu'on sait que, voilà, dans certaines écoles, il n'y a pas forcément de quoi se sécher les mains et les élèves s'essuient sur leurs pantalons, ce genre de Oui. choses. En quoi est-ce que cette partie-là du lavage des mains est importante aussi? Plus vos mains sont humides et restent humides, plus vous allez avoir des germes qui vont se développer. Et en période de froid et d'hiver et tout ça, il faut sécher les mains si vous voulez pas avoir des mains qui sont gercées, abîmées et qui sont encore plus vecteurs de germes et transporteurs de tas de vilaines petites bêtes qui peuvent provoquer des maladies. Et donc il y a l'aspect, je vais dire, esthétique, si je peux m'exprimer ainsi, de la qualité de la peau qui va devenir très abîmée et qui donc, ça c'est vraiment encore pire au niveau du transport des germes. Et puis, il y a le fait que l'humidité attire encore plus la propagation des germes. Ok. Et peut-être du coup une dernière question. Voilà, vous avez dit qu'il faut laver idéalement 3 fois par jour. On sait que dans beaucoup d'écoles, c'est pas forcément possible de laver 3 fois par jour dans les sanitaires. Quels seraient peut-être les endroits sur lesquels il faut absolument insister, en tout cas lors des passages de nettoyage, puisque vous avez aussi parlé de certains protocoles, Oui. et sur quoi il faut absolument se concentrer, à quoi il faut être absolument vigilant lors du nettoyage. Mais je vais dire que la cuvette de la toilette, bien entendu, la lunette, etc., mais aussi les clinges des portes. Les clinges des portes que vous allez manipuler en sortant des toilettes, c'est-à-dire en ayant manipulé une partie de votre corps qui est riche en germes aussi. Il faut donc être vigilant. C'est pour ça que je dis que l'éducation des enfants est importante, mais il ne faut pas leur dire il faut faire comme ça, comme ça. Il faut leur expliquer le pourquoi du comment. C'est pour ça que je pense que vous auriez besoin de gens qui sont adaptés et qui ont l'habitude d'expliquer ce genre de choses, parce qu'on n'explique pas ce genre de choses de la même façon en première primaire qu'à des adolescents, évidemment. Oui, et parfois ce sont aussi les équipes pédagogiques qui doivent être convaincues en amont, Voilà, voilà. puisque parfois le constat qui est fait pour les toilettes des élèves, on peut faire aussi le même genre de constat pour les toilettes des enseignants Tout à fait, tout à et des fait, tout adultes. à fait, tout à fait. Eh bien, Madame Tamino, merci beaucoup. On revient tout à l'heure vers vous pour les questions-réponses qui, je l'espère, seront nombreuses parmi les gens qui nous regardent en direct. Madame Maskens, donc je viens vers vous maintenant, puisque justement vous avez cette expérience de terrain au niveau de la médecine scolaire, vous avez cette connaissance du monde de l'école, et évidemment vous pouvez faire le pont idéalement, en tout cas, entre justement les aspects plus de sensibilisation et de long terme et les aspects plus médicaux. Voilà, on vous écoute, c'est à vous. Merci Valentin, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais répondre à quelques questions, on peut passer à la diapositive suivante, à quelques questions qui m'ont été posées pour ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que les enfants, c'est diapo suivante, pourquoi est-ce que les enfants évitent d'aller aux toilettes et évitent de s'y rendre? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la disponibilité des toilettes, c'est-à-dire que certaines écoles n'ont pas en nombre suffisant les sanitaires requis par rapport à leur population fréquentant l'établissement scolaire. D'autre part, le temps pour aller aux toilettes est réduit, c'est-à-dire les toilettes sont accessibles durant les temps de récréation et l'ensemble des élèves doivent aller dans ce temps réduit aux toilettes. Donc c'est parfois aussi très très compliqué et ces toilettes sont parfois situées à distance, à l'extérieur de l'école, parce qu'elles sont d'une conception du siècle précédent où on écartait, on éloignait au maximum
les sanitaires de l'école elle-même, des classes elles-mêmes. Alors, pour voir par rapport à l'intimité, ce qui est aussi parfois compliqué pour certains élèves, qu'ils soient de l'enseignement primaire ou maternel ou de l'enseignement secondaire, c'est l'intimité. C'est-à-dire que certaines toilettes ne disposent pas de porte, par exemple, ou pour un souci de surveillance, et en fait parce que les toilettes sont aussi parfois le lieu d'expressions diverses et de chahuts divers, n'ont pas de porte qui ferme jusqu'en bas ou jusqu'en haut. Et donc ça perturbe l'intimité des élèves, et c'est vrai que c'était une conception que l'on avait au siècle dernier. Et alors, dans certaines écoles, malheureusement, elles sont vétustes, ces sanitaires. Ils sont très, très vétustes parce qu'ils sont anciens et que les moyens dans les écoles sont limités et ont parfois été consacrés à d'autres éléments que les éléments de sanitaire. Comme si le corps était oublié, comme si ses besoins primaires étaient mis de côté. Alors, l'état de propreté des sanitaires dépend évidemment non seulement de l'usage qui est fait par les enfants, les adolescents, les enseignants, mais également de la capacité que l'école a au niveau de son personnel technicien de surface de passer régulièrement dans les toilettes. Parce que quelque part, les toilettes, elles devraient être nettoyées après chaque récréation, c'est-à-dire le matin après l'accueil, après la récréation de 10 heures, après la récréation de midi et après la garderie du soir, enfin le temps d'accueil extrascolaire du soir. Ce qu'il fait quand même 4 passages, et dans certaines écoles, c'est 1 fois par jour, et il n'y a pas possibilité de faire plus. Donc, l'état de propreté est très variable d'une école à l'autre. Alors, quelle est la fréquence finalement quelle est la problématique en fait? Pour 50% des élèves, ils fréquentent les toilettes sans trop se soucier de l'état de propreté, d'hygiène, d'intimité, ou parce qu'ils ont la chance d'être dans une école où vraiment il y a une attention particulière qui a été mise sur les toilettes, ou certains qui ont fait partie des projets de rénovation des WC soutenus par le Fonds BICS, ou qui ont décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Mais malheureusement, il y a 10% des élèves qui se retiennent toute la journée. Toute la journée, cette journée peut commencer très tôt, le temps de garderie, et donc ça fait vraiment longtemps que les élèves se retiennent. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais c'est quand même 10%. Alors, se retenir d'aller aux toilettes, qu'est-ce que ça a comme implication? Qu'est-ce que ça a comme implication? En fait, au niveau, il y a deux implications. Il y a le système urinaire et alors le système digestif. Alors, au niveau des urines, la vessie est une poche, on peut l'expliquer comme ça, qui récolte l'urine. Donc, c'est un endroit de stockage de l'urine. L'urine, je le rappelle, c'est la filtration de notre corps via les reins. Et si cette urine reste trop longtemps, l'urine étant stérile, elle risque peut-être ou pas de s'infecter, et donc on pourrait avoir un risque d'infection urinaire. La stagnation des urines peut aussi provoquer une augmentation du volume de la vessie, une dilatation de la vessie, ce qui n'est pas une bonne idée. Et puis, quand les urines sont présentes en quantité suffisante dans la vessie, il y a un système qui prévient le corps qu'il est temps d'aller uriner, et donc les muscles vont se relâcher, les sphincters vont se relâcher, et puis il va avoir un contre-ordre qui dit « Ah non, pas maintenant, parce que c'est pas possible d'y aller ». Et ces ordres différents qui arrivent à la vessie de façon automatique et de façon contrôlée peuvent parfois provoquer des augmentations ou des diminutions de la qualité du muscle qui parvient à faire le fait qu'on n'ait pas de fuite urinaire. Donc ça, c'est pour la partie des urines. Alors l'autre difficulté quand on se retient trop d'aller aux toilettes, c'est le fait que au niveau des selles, donc quand on doit aller à la toilette, c'est que on provoque donc les selles, la matière fécale arrive jusqu'au niveau de l'anus, et si on ne va pas à ce moment-là aux toilettes, les selles remontent. Et donc, à force de remonter, elles continuent à se déshydrater, les selles, et donc elles deviennent de plus en plus dures, et on arrive alors au phénomène de constipation. Alors, est-ce grave, n'est-ce pas grave? Non, ce n'est pas très grave, mais c'est désagréable, et ça peut provoquer des moments compliqués de maux de ventre ou de déconcentration. Et donc, se retenir d'aller aux toilettes provoque, en dehors de ces phénomènes tout à fait physiologiques, des moments de difficulté de concentration. Parce que si je suis concentrée à retenir mes urines, je croise les jambes, je fais attention, c'est la diapositive suivante, et j'aurai des difficultés de concentration au niveau de ma matière scolaire, d'autant plus si je me retiens toute la journée. Alors, se retenir d'aller aux toilettes, c'est aussi de mauvaises habitudes, parce qu'alors on prend l'habitude de ne plus du tout aller aux toilettes, et ça reste dans la vie adulte
avec la difficulté pour ceux qui ont des problèmes de continence urinaire ou fécale d'ailleurs. Et ces mauvaises habitudes sont parfois difficiles à les changer. Il y a des tas de traitements qui existent, mais enfin, c'est quand même dommage. Donc, ce serait plus simple si on pouvait aller régulièrement aux toilettes à l'école. Et alors, il y a également ce sentiment de honte si on a un petit accident. Et au plus on se retient, en fait, d'aller aux toilettes, au plus les urines peuvent commencer à sentir plus fort puisqu'elles sont plus concentrées. Et donc, s'il y a un petit accident de quelques gouttes dans le slip ou dans la petite culotte, ça sent plus fort et parfois c'est compliqué alors au niveau de l'ambiance de classe ou d'être stigmatisé par les autres élèves parce que on sent plus fort. Alors, le fait de se retenir d'aller aux toilettes ou de ne pas vouloir les fréquenter nous permet d'aborder l'hydratation. Et en fait, quand on est comme ça à ne pas vouloir aller aux toilettes, on va boire moins. Et ne pas boire n'est pas non plus une bonne idée, tant pour le contrôle du poids que pour la qualité des urines, que pour le fait de risquer des infections urinaires, qui sont d'ailleurs plus fréquentes chez les filles que chez les garçons pour une question de taille de l'urètre qui est plus court chez les filles. Mais donc, ne pas trop boire pour ne pas aller aux toilettes n'est pas une bonne idée, mais elle est réelle. Alors, l'hydratation à l'école est aussi en difficulté, non seulement par rapport aux toilettes, mais par rapport à la disponibilité d'une source d'eau. Alors, les choses ont quand même beaucoup évolué avec l'usage de la gourde ces 3-4 dernières années, mais il faut aussi pouvoir la remplir, cette gourde. Et cette disponibilité d'une source d'eau n'est pas toujours aisée dans certaines écoles. Dans d'autres écoles, c'est magnifique, il y a des fontaines à eau, il y a tout ce qu'il faut, mais dans d'autres, l'accès à un robinet n'est pas évident. Et donc, cette fait de diminuer la quantité d'eau, je rappelle quand même qu'il faut essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour, a des conséquences sur ce fonctionnement des reins, qui est l'outil de filtration de notre corps, de toutes les parties toxiques ou nettoyage du corps, en fait. Et donc, le fait de diminuer la quantité d'eau ne nous permet pas de faire fonctionner correctement nos reins. Alors, le regard de la PSE. Donc, la PSE, la promotion de la santé à l'école, a dans ses missions de visiter les bâtiments scolaires pour aider en collaboration avec la direction aux améliorations du bâtiment scolaire dans le respect des normes et pour favoriser le bien-être. Alors, dans certaines écoles, effectivement, les toilettes, c'est encore tabou, mais c'est parfois pas non seulement tabou, c'est qu'on se dit la problématique est tellement insurmontable et qu'en fait, la problématique des toilettes a lieu depuis toujours dans les écoles. Les parents s'en plaignent toujours, des associations de parents. Enfin bref, c'est une problématique tellement insurmontable qu'ils ne se voient pas comment parvenir à y remédier. Donc, il y a la vétusté du bâtiment, le manque de techniciens de surface, les enfants qui ne respectent rien, enfin, tous ces éléments-là. Mais heureusement, dans certaines écoles, elles sont fantastiques parce qu'elles ont vraiment pris en compte la dimension des sanitaires. Et en partenariat, les projets en partenariat qui travaillent avec tant les élèves que les enseignants, les éducateurs, les parents, les techniciens de surface, le PO, les associations de parents, là vraiment, on peut commencer à se dire que certaines problématiques vont pouvoir être prises en charge. Et donc, dans certaines écoles, effectivement, les projets de remédiation des toilettes sont en cours. Il y a certaines écoles où ils travaillent dans des petites structures, les toilettes sèches en partenariat, enfin avec en plus de ça un potager. Enfin, je veux dire, dans certaines écoles, la créativité est vraiment très présente et permet d'avancer dans cette problématique des sanitaires. Mais donc c'est très variable d'une école à l'autre, de la motivation des uns et des autres. Et une chose qui va pouvoir nous aider, un élément qui va pouvoir nous aider, c'est quand même les plans de pilotage. Parce que dans le pacte pour un enseignement d'excellence, c'est la diapositive suivante, il est prévu dans le plan de pilotage de faire une enquête auprès des élèves sur les thématiques qu'ils souhaitent aborder par rapport à leur bien-être. Un des premiers éléments qui ressort pour augmenter le bien-être à l'école, c'est la qualité des relations entre élèves, la qualité des relations élèves-enseignants, la qualité, quand on interroge également les parents, la qualité de la relation entre les parents et l'école. Et en second lieu arrive la qualité du bâtiment. Alors, dans la qualité du bâtiment, le premier élément qui est mis en avant, c'est l'état de propreté générale. Et en second lieu, l'état des sanitaires. Quand on interroge les élèves du fondamental où les sanitaires sont vraiment en difficulté,
c'est l'état des sanitaires qui arrive en premier et qui permet alors de mettre en place un projet qui part des élèves. Parce qu'on peut mettre dans les toilettes, dans les écoles, les plus beaux WC, les plus beaux sanitaires avec les éviers, le quoi se laver les mains, respectant l'intimité. S'il n'y a pas un travail de prise en compte de l'opinion des élèves, de leur motivation, de comment on va le générer, en 3-4 ans, ces sanitaires ne seront plus aussi impeccables parce qu'il faut que tout le monde participe à cet état de propreté, à cet état d'usage et que ce bon usage soit fait par tout le monde. Et donc, il y a des projets extraordinaires qui sont faits dans les écoles où ce sont les élèves qui repeignent et donc le changement est possible, mais c'est l'affaire de toutes et tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine que les personnes qui nous regardent ont également quelques questions. Je vais vous en poser quelques-unes suite à ça. Vous avez parlé d'une évolution ces dernières années concernant l'accessibilité à l'eau, etc. Est-ce que, plus largement concernant la question des sanitaires, il y a une évolution également? Je ne sais pas quel est l'état d'esprit, si jamais on peut définir un état d'esprit général concernant la thématique. Est-ce qu'on est plutôt vers une indifférence, des résistances ou justement vers une volonté de changement? Alors, je pense qu'il y a une volonté de changement dans certaines, enfin, chaque école est différente et sera fonction des priorités de l'école. Parce que pour certaines écoles, il y a d'abord la priorité d'avoir un toit. Hein. Mais donc, quand il y a certaines choses qui sont là, on va pouvoir arriver aux priorités des sanitaires. Mais ça dépend vraiment d'une école à l'autre et c'est très variable. Mais celles qui se mettent en route pour un changement, se mettent réellement en route. Évidemment, il y a alors la difficulté des moyens financiers et il faut bien le reconnaître, le bâti scolaire est ancien, est vieux, et donc il faut faire les rénovations. Et parfois, il faut faire des choix au niveau pédagogique, au niveau du bâtiment, et les toilettes ne sont pas toujours le lieu privilégié, comme si on les oubliait, comme si on n'avait pas envie de savoir que ça sent mauvais, que l'intimité n'est pas respectée, et on s'en sortira comme ça. Mais il y a une évolution, non, certainement, et dans toute la partie toute la prise de conscience de la gestion des déchets, de la gestion de l'ensemble du parcours de l'école, oui, il y a une prise de conscience au niveau des sanitaires. Il y a 10 ans, on voyait pas autant de gourdes dans les écoles, tandis que maintenant, on voit des gourdes et que les enfants ont des gourdes, on voit moins de petits jus, les distributeurs de boissons sucrées commencent à disparaître, même si c'est une source de financement pour les écoles, tout se tient. Hein. Mais oui, ça évolue. Ça évolue. Et justement, c'est vrai qu'on a parlé du bâti, et il y a justement des subsides supplémentaires, et on travaille d'ailleurs avec ces écoles qui ont été débloquées pour travailler sur les infrastructures et spécifiquement sur les toilettes du fait de la pandémie. Alors justement, est-ce que la pandémie, voilà, vous avez eu l'occasion cette année passée de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que la pandémie est plutôt un problème ou une opportunité dans ce contexte-ci? Ça dépend pourquoi, mais en tout cas, c'est sûrement une opportunité par rapport à tout ce qui est hygiène des mains et au niveau des sanitaires. Ça, je pense, enfin j'espère. J'espère que tout le monde sait maintenant comment il faut se laver les mains au niveau des écoles, que tout le monde est parvenu à mettre en place des éviers, de l'eau et que les sanitaires soient effectivement améliorés. Mais je ne pense pas que tout soit possible parce que au vu des dossiers qui étaient rentrés, par exemple, au fonds BICS pour obtenir une subvention pour pouvoir mettre en route un projet dans les écoles, il y a des écoles qui ont vraiment beaucoup de besoins. Donc, je pense pas que tout soit solutionné, mais pour moi, la pandémie, pour l'aspect sanitaire des choses, est une opportunité. Je ne veux pas dire qu'elle est une opportunité pour tout, mais en tout cas, pour l'aspect sanitaire des choses, certainement. La crainte, c'est que tout soit oublié une fois que la pandémie soit finie. Donc, j'espère que les choses seront bien pérennes et permettront de continuer au niveau de l'hygiène. J'ai cru que vous alliez dire, j'espère que la pandémie durera encore longtemps. Non, pas du tout. Alors pour l'aspect tracing et le reste, sûrement pas. Donc voilà. Très bien. Est-ce que vous auriez quelques bonnes pratiques? On a déjà des questions qui arrivent dans le chat, on va y venir dans quelques instants. Est-ce que vous aurez quelques bonnes pratiques à suggérer? Donc, vous avez parlé justement de bonnes habitudes à développer. Quelles sont justement les bonnes habitudes à développer pour éviter certaines maladies ou certaines contrariétés qui s'installeraient dans le long terme? Alors, dans les bonnes pratiques, il y a sûrement le fait d'aller régulièrement aux toilettes, de pouvoir se laver les mains après. Je suis tout à fait d'accord avec Patricia quand elle dit que l'importance des clinches est réelle dans le nettoyage. De pouvoir boire suffisamment, de pouvoir aller aux toilettes régulièrement et de pouvoir bouger.
Mais pour ça, certaines écoles devront adapter leur règlement, travailler différemment si elles ne disposent pas de suffisamment de sanitaires. Ça complexifie les choses au niveau du temps scolaire pour l'organisation, mais il faut voir comment on peut le faire. Ça doit se faire en collaboration avec tout le monde. Je pense que édicter des règles est quelque chose de difficile. Enfin, il faut le faire, mais il faut que les élèves soient partie prenante en fait du règlement par rapport à la gestion de ce temps sanitaire. Très bien. Ben, merci beaucoup. On va venir maintenant aux questions qui arrivent déjà dans le chat petit à petit. Ces questions peuvent s'adresser du coup à nos deux intervenantes. Donc là, n'hésitez pas l'une comme l'autre à intervenir ou à vous compléter l'une l'autre selon ce que les questions vous inspirent. Alors je prends la première question qui est: n'y a-t-il pas une contradiction entre ce que les écoles doivent véhiculer comme message au niveau des enjeux de santé et les moyens qu'elles ont pour le faire? Je suppose que oui, il y a une contradiction, c'est toujours un problème financier, mais je pense que la pandémie auquel on a fait face est quand même un très bon exemple qu'il y a un moment où il faut pouvoir donner aux choses importantes les moyens de pouvoir se dispenser vite, mais qui durent dans le temps, parce qu'autrement, ce sont des dépenses inutiles. Et je pense aussi que les apprentissages doivent revenir régulièrement, doivent être proposés régulièrement tant aux enfants, aux adolescents qu'au personnel, hein, parce que les gens oublient vite. Une fois qu'il n'y a plus le danger au-dessus de leur tête, les gens oublient vite. Et donc, il faut revenir, parce que faire les choses à moitié, c'est une fausse sécurité. Et alors, on pense qu'on est protégé, et comme ça, vous risquez d'avoir de nouveau des gros problèmes au niveau santé chez les enfants. Je voudrais rajouter en fait que c'est vrai qu'il est inutile d'apprendre à se laver les mains après avoir été au réfectoire ou après avoir été aux toilettes s'il n'y a pas d'évier pour pouvoir le faire. Et donc, il faut être cohérent. Et donc, en promotion de la santé, ce qui est essentiel, c'est de bien travailler sur tous les aspects, c'est-à-dire tant l'aspect logistique de l'école que l'aspect de l'apprentissage au niveau des enfants. Sinon, on les met complètement en contradiction. Et donc, parfois, un projet va prendre plus de temps parce qu'il faudra d'abord régler les problèmes de logistique et de bâtiment avant d'aller plus loin au niveau des messages à faire passer aux élèves. C'est pour des tas de thématiques, mais aussi la thématique des toilettes. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Colette. Quel est le meilleur système de séchage des mains dans les toilettes de nos écoles? Celui qui allie économie, efficacité et qui respecte les mesures d'hygiène. C'est une question assez technique et assez précise. Écoutez, si on veut se passer du papier, on peut avoir dans les écoles le système, comme vous avez dans les aéroports, où vous mettez vos mains, où il y a une soufflerie. Parce que l'école, c'est pas un hôpital, hein, donc dans l'hôpital, c'est prohibé, mais à l'école, ça évite l'utilisation du papier. Encore faut-il qu'on respecte l'ustensile, je vais dire, et qu'il ne soit pas cassé rapidement. Mais c'est ça. Ce qu'il faut prohiber, alors absolument, ce sont les essuies en éponge mouillés qu'on laisse toute la journée. Parce que ça, c'est vraiment un nid à microbes épouvantable. Alors, ou bien c'est le moyen de se sécher les mains avec du papier et on jette en vide dans les poubelles régulièrement, ou on met des appareils pour se sécher les mains. Et voilà, mais il en faudra quand même un certain nombre pour faire face à l'afflux d'élèves, et ça va varier en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans l'école, évidemment. Oui. Et vous savez, il y a aussi des techniques, notamment c'est la STIP qui a développé ça, et c'est en les écoutant que j'en ai pris conscience aussi. Ce qui est cassé doit être réparé immédiatement. Autrement, ça engendre la casse de tout le reste qui va se passer, quoi. On dirait que c'est un appel à casser encore un peu plus quand vous avez des choses qui sont abîmées. Et donc ça fait partie aussi des techniques. Mais je veux dire, c'est vraiment une telle problématique générale qu'il faut que tous les experts viennent se coordonner pour arriver à établir ou réaliser un programme qui soit cohérent.
cohérent en fonction des possibilités de l'école, en fonction du nombre d'étudiants, en fonction du nombre de personnel que l'on a pour le nettoyage, parce que l'autre intervenant disait clairement qu'il faudrait au moins 4 passages par jour. Et c'est comme ça que les hôtels où il y a beaucoup de passages arrivent à gérer la situation des toilettes, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent nettoyer tout le temps, tout le temps. Et quelque part, leur présence est aussi un gage de respect du matériel et de la réalisation. Oui, et effectivement, c'est vrai que montrer qu'il y a une présence Voilà. et que ce ne sont pas des lieux qui sont laissés à l'abandon, Tout à fait. ou en tout cas en roue libre, donne souvent davantage de résultats, ce qui fait le lien d'ailleurs avec la question suivante, et je vous en repose en même temps une. A-t-on des pistes pour concilier une plus grande accessibilité des toilettes et en même temps lutter contre les incivilités, puisque c'est vrai que des élèves circulent parfois en dehors des moments de pause, ce qui, on l'a expliqué, peut se justifier, et sont aussi susceptibles de dégradation. Voilà. Et moi, j'avais peut-être aussi une autre question concernant l'élément précédent. C'est vrai que certains séchoirs, il y a un peu de tout dans les séchoirs électriques, et certains sont décriés parce qu'en fait, en chauffant, ils favorisent la prolifération aussi de bactéries. Donc, ça, écoutez, je ne vais pas citer de marque, mais il faut prendre dans le choix du matériel dans les endroits où il y a beaucoup de passages et beaucoup d'utilisation, il faut prendre les best-of. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Les appareils qui sont faits pour durer, qui sont plus chers évidemment à l'achat, mais qui vont durer beaucoup plus longtemps. Il faut faire une étude de marché, il faut essayer. Et justement, du coup, concernant la question de Jean-Christian, qui est ici de comment concilier l'aspect accessibilité et développement de bonnes habitudes, et en même temps veiller aux aspects plus liés aux dégradations. Eh bien, écoutez, si vraiment la situation est extrêmement grave, on peut aussi dire aux étudiants, voilà, on filme pas dans les toilettes, bien sûr, mais on peut filmer à l'extérieur des toilettes ou au niveau des lavabos et voir s'il y a des dégradations et voir s'il y a des gens qui le font. C'est parfois une dissuasion momentanée, je vais dire, mais si on doit vraiment faire face à des gens qui sont difficiles à gérer, je pense que c'est une des solutions. Maintenant, elle ne me plaît pas non plus parce que je trouve qu'il y a quand même une éducation des parents aussi qui doivent participer à ce respect du matériel et que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la maison qu'on ne peut pas le respecter. Maintenant, si l'organisation est bien faite et que le personnel d'entretien vient faire l'entretien entre les utilisations par les enfants, mais il doit normalement y avoir toujours quelqu'un qui se trouve dans les parages des toilettes et qui peut servir, je vais dire, de garde-fou à la, comment est-ce qu'on va dire ça, à la destruction systématique des objets qui sont mis à leur disposition. Oui, évidemment, ça c'est vrai que c'est dans certains endroits où un peu de crise ou des moments de crise, évidemment, mais cette extrémité est assez rare. Oui, Mme Maskens. Mais donc, ce que je voulais dire quand même, c'est que la réalité dans les écoles est loin d'être celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps quelqu'un à côté des toilettes et que c'est très compliqué pour eux de faire le nettoyage 3 à 4 fois par jour. Par contre, par rapport à l'accessibilité des toilettes, alors pour certains enfants, c'est nécessaire et tout le discours, en fait, n'est pas le même en maternelle, primaire et secondaire. Je pense que c'est ça qui est aussi compliqué dans les questions et dans les réponses qu'on peut y donner. Mais pour certains enfants, en tout cas, il est nécessaire de pouvoir aller aux toilettes en dehors du temps des récréations, hein, pour certaines pathologies, mais c'est rare. Alors, comment augmenter la fréquence ou la disponibilité des toilettes, soit en les augmentant. Je pense qu'une des idées maîtresses aussi, c'est de ne plus faire des blocs sanitaires qui reprennent l'ensemble des WC pour toute l'école. Je pense qu'il vaut mieux répartir. C'est évidemment plus complexe au niveau de l'entretien, du nettoyage et de la conception et de la construction. Et quelque part, si les sanitaires sont pour 3-4 classes, par exemple, ou un bloc de 5-6 classes, il y aura plus de respect et plus d'envie d'en prendre soin parce qu'on sait à qui c'est. Il n'y a pas cet anonymat de la grande quantité de personnes et d'utilisateurs des sanitaires. Mais ce sont vraiment des organisations internes à chaque école qui permettront d'arriver à des solutions. Une école de 50 élèves ne pas réagir qu'une école de 1000 élèves. Hein. Donc les infrastructures sont très très différentes. Oui, voilà. Et c'est vrai que tout cela, évidemment, ça englobe, on l'a dit, le travail de long terme. Et c'est vrai que d'une école à l'autre, c'est pas pareil et ça prend parfois du temps
avant de régler des questions où on est arrivé à une extrémité assez poussée. Heureusement, Je c'est pas le pense, cas dans la majorité des écoles. On a une question et en même temps une remarque de Edith ici qui nous dit une instite m'a dit un jour, j'interdis aux élèves d'aller aux toilettes pendant les cours car ils y vont pour se défouler. La thématique des WC est liée à celle plus générale des cours de récré et du manque d'espace vert. C'est révélateur du besoin de mouvement des jeunes qui est souvent ignoré. C'est vrai qu'on a parlé des besoins physiologiques tout à l'heure en parlant d'hydratation, etc. Effectivement, les élèves, en termes de santé, passent beaucoup de temps aussi assis et c'est parfois intéressant aussi de bouger. Est-ce que vous avez une remarque concernant cette remarque? Non, ce que je dirais aussi, c'est que parfois les toilettes, mais comme dans les domiciles, mais aux écoles aussi, sont parfois révélateurs de l'ambiance d'école et du soin qu'on peut y apporter. Et c'est vrai que les toilettes sont parfois le lieu de défouloir parce qu'il n'est pas autorisé ailleurs, le mouvement n'est pas autorisé dans certaines écoles. Il faut espérer que non, mais ça peut arriver que ce soit celui-là qui soit choisi par les élèves. Maintenant, ce besoin de bouger, de fonctionner différemment, je pense qu'il y a vraiment à l'étude au niveau du pacte d'excellence pour l'école, mais qu'il y a des enfants qui ont besoin de bouger. Alors, dans certaines écoles, on travaille pas sur des chaises, mais sur des ballons. Dans certaines écoles, on permet de bouger plus régulièrement. Et donc, c'est variable d'une école à l'autre. Mais par contre, d'interdire aux enfants d'aller aux toilettes pendant les heures de cours, je pense que l'enseignant finit par bien connaître ses élèves et sait quel est le besoin caché derrière la demande de l'enfant si ce n'est pas directement pour aller aux toilettes, et il faut essayer de le gérer différemment au sein de l'école. Mais ça appartient à chaque école, à chaque cas particulier. On peut émettre des grandes pistes et des grands guidelines, mais après ça, il faut l'adapter individuellement à chaque école. Oui, les classes flexibles sont une tout à fait bonne idée, mais tous les enseignants ne sont pas prêts à travailler en classe flexible. Je pense que il y en a de plus en plus. Et avec la pandémie, on a quand même demandé aux classes flexibles d'être moins flexibles. Est-ce que vous pouvez peut-être juste préciser pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce qu'est une classe flexible? C'est une classe qui fonctionne par atelier, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas une place fixe. Et il va à différents endroits. Il y a des moments où on travaille en sous-groupe, d'autres moments où on travaille de façon plus frontale, d'autres moments de découverte, mais il n'y a pas de place fixe au sein de la classe, en fait. Comme c'est le cas dans certains open space pour les adultes. Je voudrais peut-être me faire l'avocat du diable, c'est peut-être une question du coup qui s'adresse à toutes les deux. On entend parfois que trop d'hygiène ou trop de lavage des mains nuit à l'immunité. Donc, quelque part, les enfants ont besoin aussi d'un certain degré de saleté et de crasse, etc. Et donc, parfois, le discours hygiéniste est mis à mal justement par ce genre d'argument. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Pas la même, en tout cas. Allez-y, Madame Patricia. Mais écoutez, oui, moi j'ai donné cours longtemps à des aides-soignants, des infirmières et tout ça, et j'ai l'habitude de leur dire la maison c'est la maison, l'hôpital c'est autre chose. À l'hôpital on doit être extrêmement rigoureux parce que certains des étudiants disaient vous ne devez plus avoir de vie, vous voyez les germes partout. Mais oui, mais c'est à force de les voir partout que on aide aussi parfois les gens à gérer leur réaction vis-à-vis des infections. Maintenant, c'est vrai, il faut pas trop exagérer, mais je pense qu'il y a quand même un minimum dans l'éducation des enfants, à un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Je veux dire, obligatoirement, on se lave les mains quand on a été aux toilettes. Ça, c'est le plus dangereux. Je pense aux périodes de grippe en hiver avec les problèmes des diarrhées. Et on devrait habituer aussi les enfants à aller se laver les mains avant de manger. Ça, je pense que c'est très important aussi, sachant qu'ils ont passé toute la matinée à faire des calculs ou autre chose, mais parfois à manipuler différentes choses qu'ils ont eu en main. Je pense aux tout petits qui ont des jeux différents, qui échangent leurs jeux, etc. Ça, je pense, avant d'aller manger, c'est certain, et après avoir été aux toilettes. Si déjà on a ces deux choses-là à l'école, je trouve que c'est déjà pas si mal. Oui, non, je ne vais rien rajouter, mais il est clair que trop d'hygiène tue d'hygiène et que si on passe sa journée à désinfecter toutes les surfaces, que ce soit à la maison ou à l'école, il ne faut pas. Mais donc, clairement, parce que je vois là sur le gel hydroalcoolique, maintenant,
ce qu'on préconise vraiment dans le cadre de cette pandémie, c'est de se laver les mains et d'essayer de trouver un système d'accès à se laver les mains plutôt que d'aller mettre du gel hydroalcoolique chez les enfants de 3 à 12 ans, parce qu'effectivement, ça abîme la peau, ça crée des dermites ou des eczémas et ça transporte encore plus. Et donc, on est contre-productif. Et donc, le mieux reste le savon et l'eau. Et effectivement, il faut se laver les mains avant le repas et après avoir été aux toilettes. Mais c'est une condition d'hygiène qu'on a oublié quelque part, qui est de base, parce qu'on n'a plus autant de pathologies que ce qu'il n'y avait il y a 50 ans ou 40 ans quand on a instauré ces règles et qu'on a un peu oublié. Et la pandémie nous rappelle ceci, en fait, certaines règles de base. Mais il ne faut pas désinfecter toutes les surfaces tout le temps. Et non. Il faut se laver, mais pas désinfecter. Je dirais peut-être plus ça comme ça. Moi, j'aurais juste ajouté quelque chose à propos de solutions hydroalcooliques qui sont quand même la base de nos campagnes d'hygiène des mains dans les hôpitaux. C'est que la plupart des gens se lavent les mains plus la solution hydroalcoolique. C'est pas comme ça qu'il faut. C'est la solution hydroalcoolique tout le temps et on ne se lave les mains que quand elles sont macroscopiquement sales, c'est-à-dire quand on voit la saleté. Alors, c'est vrai que dans les écoles et tout ça, on peut se borner à se laver les mains, mais alors il faut que ça suive, que vous ayez du savon et du papier pour pouvoir se laver les mains. Si vous n'avez ni savon, ni papier, ni point d'eau, vous n'avez que la solution hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains après les toilettes et avant d'aller manger. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il ne faut pas utiliser les deux. Si vous avez des problèmes au niveau des mains, des dermites, etc., c'est que vous utilisez les deux qui sont trop agressifs pour la peau, effectivement. C'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est pas les deux. Très bien, je vois qu'il n'y a plus forcément de questions dans le chat, donc si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent, c'est le moment ou jamais. J'aurais peut-être un dernier point, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote quand même assez révélatrice de ce lien entre la question de la santé et les toilettes à l'école? Le bec dans l'eau. Ben, le bec dans l'eau, pas tellement, mais je vais dire que moi, personnellement, comme expérience, c'est plutôt au travers de mes petites filles que j'ai ça. Je me souviens d'avoir été les récupérer à l'école et les toilettes étaient tout près de la cour de récréation et c'était véritablement une horreur dans l'odeur qui se trouvait là. Et je me disais, mon Dieu, tous ces petits bouchons qui doivent aller aux toilettes et dans cette odeur, c'est épouvantable. Alors, quand j'en ai fait la remarque, on m'a dit, ah oui, mais c'est comme ça. Mais je dis, mais attendez, si vous utilisez de l'eau de Javel, vous allez désodoriser et vous aurez moins ça, d'autant plus que elles étaient partiellement, je vais pas dire à l'air, mais il y avait un courant d'air épouvantable, mais il y avait des odeurs terribles. Et les odeurs dans les toilettes, c'est les urines ou les selles qui stagnent et qui ne sont pas évacuées immédiatement. Et donc, c'est bien là qu'il y a, même au niveau des petits, toute une éducation à faire, puisque pour les tout petits, il y a des toilettes minuscules qui sont mises à leur disposition notamment, et donc c'est plus ou moins facile de leur apprendre ce genre de choses. Mais je répète encore une fois, les apprentissages doivent être réguliers et il faut revenir régulièrement à la charge parce que les choses un peu contraignantes s'oublient rapidement. Dans les toilettes, en fait, parfois les odeurs sont liées à des débordements et au matériau qui est utilisé dans les toilettes. Et donc, dans certains endroits, il y a beaucoup de balatum, du balatum abîmé, et qui fait que l'odeur reste en fait dans la surface au sol ou reste dans les plaques de gyproc qui ont été mises pour réparer les toilettes. Et donc, certaines odeurs dans les toilettes, même si elles sont nettoyées régulièrement, restent parce qu'elles sont imprégnées dans les matériaux en fait de couverture des murs ou de couverture des sols. Et donc ça c'est vraiment parfois très compliqué. Et donc même si c'est nettoyé, eh bien les odeurs restent et c'est très compliqué alors pour les jeunes ou les enfants de s'y habituer. Mais il faut pas oublier aussi que certains enfants ça leur est égal les odeurs et les oui mais je voyais bien que c'était utilisé et qui parviennent à les utiliser. Et donc toute cette question là de l'hygiène et de comment appréhender c'est ça rend nouveau dans le choix du matériel que l'on fait. Hein. Bien sûr. Alors, on a une question cette fois-ci qui est un peu plus
un peu plus pragmatique et qui est un peu plus distante avec la question directement de l'hygiène. C'est ce qu'il existe des aides pour l'achat de matériel pour l'hygiène des mains avec l'association de parents. Une maman vient de mettre un projet en route et donc nous allons commencer l'année prochaine. Au niveau budget, c'est quand même limite. Donc Je ne le vais pas projet vous ne tourne répondre, pas. je ne sais pas du tout ce qui existe dans les écoles au niveau du projet financier et de ce qui a été alloué. J'ai entendu dire, comme tout le monde, que la ministre, Madame Désir, avait débloqué des fonds pour les toilettes et pour réorganiser ça et pour les rendre plus disponibles, mais je ne connais pas du tout les modalités, ni les moyens, ni la somme qui est allouée à chaque école. J'ignore complètement. Je ne saurais pas vous répondre. Je propose que M. Valentin fasse le petit moment BICS. Tout à fait. Donc le projet Ne tournons pas autour du pot justement apporte une aide. Donc jusqu'à présent on fonctionnait sous forme d'appel à projet, ce qui permettait à de nouvelles écoles de faire une demande. Pour l'instant ce système d'appel à projet est mis en parenthèse puisque on suit des écoles qui ont reçu un subside concernant leurs infrastructures, que ce soit un subside DGI classique ou un subside d'urgence concernant les travaux d'infrastructure liés au Covid. Donc pour l'instant, nous n'avons pas forcément de subside directement disponible pour des nouvelles écoles, mais voilà, peut-être que ça reviendra prochainement. Évidemment, vous serez tenu au courant si vous suivez notre page Facebook ou notre newsletter, donc n'hésitez pas à suivre pour d'autres infos. Par contre, ce que je trouve très intéressant dans le fait de rentrer dans le cadre du fonds BICS, c'est tout l'accompagnement qu'il y a lieu avec l'école dans les projets qui sont retenus. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un projet d'infrastructure, c'est aussi un projet de mise en place de règles, de participation des enfants, des enseignants, des parents et tout cet aspect-là d'accompagnement du projet et puis d'avoir quelqu'un qui vienne quand même voir comment ça se passe et qui tient dans la durée. Je trouve ça vraiment très, très chouette de la part du fonds BICS. Je le dis parce que Valentin n'aurait pas dit lui-même, mais je le dis. Voilà. Ben merci. Eh bien, je pense que du coup, on va rester sur ce dernier point. Je tiens vraiment à remercier donc nos deux intervenantes aujourd'hui pour leur participation et leur disponibilité. C'était très, très intéressant. Je tiens aussi à remercier Anne qui était en coulisses, qui faisait la gestion technique, donc que vous n'avez pas vu à l'image, mais qui était présent pendant toute la diffusion de ce webinaire. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Ne tournons pas autour du pot qui a aussi œuvré en coulisses pour la préparation. Et évidemment, à remercier Madame la Ministre pour son intervention. Et je vous remercie aussi, vous qui étiez derrière votre ordinateur ou votre téléphone en train de nous suivre. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, n'hésitez pas à nous recontacter par mail ou via la chatroom de notre site internet. Si vous avez aussi envie de creuser le sujet, il y a un livre qui est disponible en librairie aux éditions Chroniques Sociales qui s'appelle Améliorer les toilettes à l'école pour des toilettes accueillantes. Donc n'hésitez pas à le retrouver. Vous pouvez aussi le commander en nous contactant éventuellement. Voilà, il me reste à vous remercier au sens large et à vous dire une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.